Moi je suis désolé, c'est moi qui le prends. Non, moi j'ai envie. Je t'avais dit en plus que j'avais Non fait, mais j'ai tu fait fais un toujours mail. ça, mais c'est Oui, pas mais possible. attends, j'avais le poster quand j'étais ado, quoi. Oh bah moi j'avais le DVD. J'avais la BO. Ah, j'aurais pu Oh, l'avoir. attends, c'est bon. Ouais. Bonjour à tous, comme vous avez dû le remarquer, Invisible Man, c'est le film du moment. Et ce qui nous plaît avec ce film, c'est que c'est l'occasion de se replonger un petit peu dans ce personnage de l'homme invisible, dans son mythe et dans ses multiples incarnations au cinéma. Parce que, au fil des décennies, il y a pas mal de metteurs en scène, voire de grands metteurs en scène, qui se sont penchés sur ce protagoniste et qui en ont tiré différentes versions. Et du coup, on s'était dit qu'il y en avait quelques-unes qu'on avait un petit peu envie d'explorer à nouveau avec vous. Ouais, moi j'ai envie de faire Hollow Man, l'homme sans ombre de Paul Verhoeven. Et ben si tu prends l'homme sans ombre, moi j'ai bien envie de revenir sur les aventures d'un homme invisible qui est réalisé par John Carpenter. Ok, mais c'est moi qui commence sur Hollow Man. Dans sa version de L'homme invisible, Paul Verhoeven suit une équipe de scientifiques qui travaillent pour le gouvernement américain dans un laboratoire top secret. Leur but est de rendre des animaux invisibles, puis de les ramener dans le domaine du visible. Au début du film, ils ont déjà réussi la première étape, et le problème c'est la deuxième étape. Finalement, ils y parviennent, mais Sebastian Cain, le héros incarné par Kevin Bacon, et qui est à la tête de ce projet, décide de cacher la vérité au Pentagone. Lui, il veut passer en secret à la phase d'après, c'est-à-dire le test humain, et il se propose comme cobaye. Du coup, moi, je vais vous parler des aventures d'un homme invisible qui date de 1992 et qui est un film de John Carpenter. Donc dans ce film, on va suivre les aventures de Nick Holloway, qui tout simplement est ce qu'on appelle à l'époque un youpi. C'est un type qui bosse dans la finance, pas exactement un trader, mais voilà, en gros, c'est un investisseur, qui est un mec assez solitaire, qui a pas de famille, qui a pas beaucoup d'amis, qui dragouille un peu à droite à gauche, et un jour, tout simplement, il va s'endormir dans un sauna, situé dans les locaux d'un grand laboratoire d'une entreprise qui compte parmi ses clients, et il y a une expérience pendant ce temps qui va mal tourner, qui va rendre une partie du bâtiment, et lui y compris, invisible. Et donc à partir de là, Nick va essayer littéralement de redevenir visible, mais aussi d'échapper à un agent de la CIA un petit peu taré qui veut absolument le capturer pour l'étudier, mais aussi d'entamer et de continuer l'histoire d'amour qui le lie à Alice Munro, qui est interprétée par Daryl Hannah. Et d'ailleurs, Nick Holloway est joué par Chevy Chase, tandis que notre méchant agent de la CIA n'est autre que Sam Neill, que le grand public va découvrir l'année suivante dans Jurassic Park. Et donc le film va mener de front à la fois un aspect comédie, un aspect un petit peu plus profond, un peu plus discret sur des questions d'identité. Qu'est-ce que c'est être visible? Qu'est-ce que c'est ne plus être visible? En gros, qu'est-ce que ça veut dire pour un être humain être transparent? Et surtout, une dimension romantique assez poussée parce que la relation entre Nick et Alice est très importante dans le film. Oui, le Hollow Man de Paul Verhoeven n'est pas vraiment aimé. À l'époque déjà, ça n'a pas été un grand succès. Il a coûté une petite centaine de millions, il n'en a même pas rapporté 200. On est loin des grands succès de Paul Verhoeven à la Robocop, Total Recall ou Basic Instinct. Et si le film a tant déçu, c'est justement parce qu'il a souffert de la comparaison avec les précédents films de Verhoeven. Tout le monde s'attendait à ce qu'il fasse une version de L'homme invisible qui soit vraiment spéciale, qui soit plus extrême, qui soit plus intelligente, plus anticonformiste. Jusque-là, c'est un cinéaste qui a vraiment fait parler de lui par son rapport à la violence, à la sexualité, et Hollow Man a vraiment été perçu comme un blockbuster beaucoup plus pâle, beaucoup plus simple, avec énormément d'effets spéciaux, comme une espèce de gigantesque bande démo, un blockbuster bardé de CGI. Donc là-dedans, tout le monde a perçu un Paul Verhoeven qui s'était perdu, qui s'était un peu fourvoyé dans la machine hollywoodienne. Paul Verhoeven lui-même est assez dur avec Hollow Man. Il considère que c'est un film que n'importe qui d'autre aurait pu faire à Hollywood, preuve que vraiment pour lui, il n'a rien apporté à l'homme invisible. C'était vraiment le film de trop, mais il faut le remettre dans le contexte pour le comprendre. À l'époque, Paul Verhoeven il sort de Showgirls qui a été un énorme bide, et Starship Troopers qui, même s'il a été un succès, n'a pas vraiment été compris. Donc il est vraiment arrivé à un moment de sa carrière où il a perdu la foi, il en a marre, et c'est pas un hasard si Hollow Man est son dernier film hollywoodien. Il a touché une limite, et après, c'est fini. Alors, pourquoi est-ce que c'est un long métrage qui est assez peu connu, peut-être même un film dont vous n'avez jamais entendu parler? Pourtant, comme on le disait au début, il est réalisé par John Carpenter, immense metteur en scène, dont de nombreux travaux sont devenus cultes avec les années. Tout d'abord, à sa sortie, le film a fait ce qu'on appelle un bon gros bide. Il faut voir que le comédien principal, Chevy Chase, à l'époque, c'est une énorme star. C'est un peu le Jim Carrey du moment. Avec toute une saga de comédies qui s'appelait les National Lampoon, tout simplement, il s'est retrouvé au top du box-office, il avait vraiment énormément de fans, enfin voilà, c'était un comédien extrêmement bankable. Et d'ailleurs, le film a été monté autour de lui. C'est pas un film qui a été pensé par John Carpenter, c'est un film qui a été pensé pour être ce qu'on appelle un véhicule à star. Le budget du film, alors sans ajuster l'inflation, à l'époque, en 92, est de 40 millions de dollars. Et le problème, c'est qu'au box-office, ça va être un bel échec, même si la première semaine d'exploitation, il est deuxième du classement, il va chuter très vite. Tout simplement, il a rapporté 14 millions de dollars, ce qui, avec l'inflation aujourd'hui, ferait à peu près 25 millions de dollars. Enfin, vous voyez, quoi qu'il en soit, on est très en dessous de son budget. Le film a perdu beaucoup d'argent, et c'est d'autant plus frappant que, voilà, il
avait une énorme star à son affiche. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Il y a plusieurs raisons. Tout simplement, le film a difficilement pu intéresser les amateurs de John Carpenter, qui étaient déjà pas très nombreux à l'époque, parce que c'est pas un des films les plus marqués par son auteur. D'ailleurs, pendant longtemps, Carpenter n'a pas revendiqué la paternité du film, et il y a un indice là-dessus, c'est que tous les films quasiment de Carpenter sont intitulés John Carpenter's et le titre du film. Là, c'est pas le cas. C'est juste Les Aventures d'un homme invisible, c'est pas Les Aventures d'un homme invisible de John Carpenter. Bon, ça indique bien que il a fait ça surtout comme un boulot alimentaire, hein. Il a bossé pour un studio pour se remettre un peu en selle. Bon, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché aussi parce que le film a eu, je pense, beaucoup de mal à dire au public de quoi il voulait parler. C'est-à-dire que les gens savaient pas trop s'ils allaient voir une comédie, s'ils allaient voir un film d'aventure, s'ils allaient voir un film de science-fiction, s'ils allaient voir un truc un peu flippant, s'ils allaient voir quelque chose de spectaculaire. Et tout simplement, quand le public ne sait pas ce qu'il va voir, il va pas le voir. Enfin, peut-être pour comprendre pourquoi le film n'a pas réussi à capter l'air de son temps, il faut regarder quels sont les gros succès ou les films qui ont, on va dire, traversé l'époque et qui sont sortis en 1992 à peu près au même moment. Vous pouvez voir que la même année, il y a des films comme Wayne's World, Batman le défi, et effectivement, quand on voit Les Aventures d'un homme invisible, c'est évident que le film paraît beaucoup plus désuet, beaucoup plus daté, en tout cas beaucoup moins moderne, agrippé à son époque, et du coup, c'est pas très étonnant que le public ne se soit pas rué en masse pour le voir, parce que je pense moi que beaucoup de gens avaient l'impression presque que c'était une ressortie quasiment, quoi. Un film pas très bien identifié, dont il n'est pas évident de savoir qu'est-ce qu'il essaie de vendre au public, et qui en plus, quand le public le découvre, lui paraît venir presque d'une autre époque. Tout simplement, c'est, on va dire, c'est un petit peu la tempête parfaite pour que le film ne cartonne pas au box-office. Et enfin, j'ai envie de vous dire, les gens qui étaient fans de Chevy Chase, est-ce qu'ils avaient envie d'aller voir un film dans lequel Chevy Chase était invisible? Pas dit. Et pourquoi Hollow Man il mérite plus d'amour? Mais déjà parce qu'en tant que super production et gros film hollywoodien, c'est vraiment une montagne d'efficacité, c'est maîtrisé du début à la fin et on est vraiment sur un modèle de narration. Paul Verhoeven, surtout période américaine, c'est un très bon narrateur. Quand on regarde Basic Instinct, Total Recall, Starship Troopers, c'est vraiment réglé comme un métronome, il y a vraiment un tempo dramatique, d'efficacité où rien ne dépasse, il n'y a pas de gras, et là on le voit très bien dans Hollow Man, qui finit dès que les héros ont gagné. Le générique de fin arrive, il n'y a rien qui dépasse. Je dirais même qu'on est sur une maîtrise à la James Cameron, un peu à la Alien, même si on a un niveau en dessous évidemment, mais il y a cette même générosité. Il sait parfaitement comment gérer l'action, comment gérer les personnages, comment les sacrifier, comment faire avancer à la fois la dramaturgie et les enjeux entre les personnages, les enjeux humains, et l'action, le spectacle pur, avec la sensation et vraiment cette générosité en termes d'effets spéciaux. Parce que Hollow Man, c'est vraiment une énorme bande démo où on teste qu'est-ce qu'on fait de l'homme invisible. Qu'est-ce que ça fait si on le met avec du feu, avec de l'eau, avec de la fumée, avec de l'électricité? Qu'est-ce que ça fait si on tape, si on jette du sang dessus? On sent vraiment qu'il veut travailler sur la matière, qu'il veut travailler sur les limites des effets spéciaux. Et le talent de Paul Verhoeven, c'est aussi qu'il ne subit pas ses effets spéciaux. À peu près 90% du film était storyboardé très précisément parce que tout devait être préparé, et chaque scène avec l'homme invisible, Kevin Bacon, a été tournée 2 fois. Une fois avec tous les acteurs, dont Kevin Bacon, qui avait une combinaison d'une certaine couleur selon les interactions avec une matière, avec le feu, avec l'eau et tout ça, et une deuxième avec juste le décor, pour pouvoir incruster le décor à sa place. Donc vraiment on sent que techniquement Hollow Man c'était vraiment un pari vraiment très lourd à porter, et pour autant la mise en scène de Paul Verhoeven, comme d'habitude, elle est très dynamique. La caméra tourne toujours autour des acteurs, il y a toujours du mouvement, on n'est pas sur des plans fixes, on n'est pas sur une mise en scène rigide, vraiment c'est un metteur en scène qui maîtrise la technique, et ce qui est impressionnant c'est que 20 ans après, les effets spéciaux ont franchement pas vraiment vieilli, ça reste très très sensationnel à l'écran. Et la générosité, encore une fois, elle est manifeste, notamment dans la dernière partie du film, où ça vient au slasher, qui a été donc un des choix les plus critiqués de Hollow Man, mais qui pour moi est vraiment le spectacle absolu. C'est-à-dire qu'on n'attend que ça, on n'attend qu'un massacre, c'est en huis clos, c'est vraiment le jeu du chat et de la souris, avec encore une fois, ça enchaîne les victimes, ça enchaîne le sang. Les affrontements, ça ne finit pas. L'homme sans ombre de Kevin Bacon, il est increvable. Ce n'est plus un homme, c'est un surhomme, c'est un monstre vraiment qu'il faut affronter, détruire, écraser, jeter dans le feu jusqu'au bout du film. Et c'est là qu'on sent encore une fois la générosité totale de Verhoeven qui offre absolument tout ce qu'on veut jusqu'à sa dernière partie. Cette poursuite infernale dans l'ascenseur qui monte, qui descend, c'est comme un jeu vidéo, c'est vraiment du pur plaisir. Rien que de ce côté-là, je trouve que Hollow Man mérite d'être vu et d'être considéré comme vraiment un modèle d'efficacité, un bulldozer d'efficacité hollywoodienne. Ce qui est intéressant aussi dans Hollow Man, c'est qu'avec le recul, on peut y voir autre chose. C'est l'histoire d'un génie qui travaille sur un projet avec l'argent du gouvernement américain et qui décide à un moment de leur cacher ce qu'il a réussi à accomplir pour protéger sa passion et vraiment son ambition. Difficile de ne pas faire un parallèle un peu amusant avec Verhoeven qui a toujours travaillé à Hollywood au sein des studios, avec les armes des studios pour les retourner contre eux. C'est d'ailleurs pas anodin si le moment où Sebastian Cain, Kevin Bacon, présente son projet au Pentagone via une vidéo. C'est quasiment comme si un réalisateur allait devant les studios présenter des rushs avec des effets spéciaux et leur disait « il me faut plus d'argent, il me faut plus de temps ». Cain raconte aussi plusieurs fois qu'il se fiche des chiffres, des analyses, des données, il réserve ça à des personnages beaucoup plus fades, comme celui incarné par Josh Brolin. Le héros, lui, il veut de l'action, de la sensation, du spectacle, et là encore,
C'est compliqué de ne pas avoir un parallèle avec un réalisateur comme Verhoeven qui a toujours mis en avant justement le spectacle, l'action, le gore, le sexe, donc vraiment la sensation pure, par rapport à des gens qui sont beaucoup plus intéressés par les finances, c'est-à-dire les producteurs ou les gens du Pentagone dans Hollow Man. Évidemment, Verhoeven ne s'identifie pas totalement à Kane, qui est quand même un sacré psychopathe, mais on sent qu'il veut beaucoup jouer sur l'ambiguïté et brouiller les pistes. Le spectateur se retrouve d'abord impliqué via Sébastien, qui est le personnage principal au début de l'intrigue, jusqu'à ce que tout vrille et qu'on doive s'accrocher à des personnages comme celui de Linda et celui de Matt. Ouais, il est tellement chiant que j'ai oublié son prénom de merde. Là encore, on sent l'empreinte du cinéaste qui met le spectateur dans une position un peu gênante, qui est de l'ordre du malaise, et qui le pousse à se questionner un peu sur la limite compliquée, parfois complexe, entre le bien et le mal, entre les gens qu'on a envie d'admirer, et les gens qu'on a envie de foutre en prison et de tuer en gros. Et ça se voit dans l'écriture, puisqu'il y a beaucoup plus d'attention qui est apportée au personnage de Sébastien, c'est le point d'entrée du film encore une fois, et il a beaucoup plus d'accroche, d'ambition et de nuances psychologiques, comparé aux personnages de Linda et Matt, qui sont beaucoup plus des archétypes de cinéma hollywoodien, un peu basiques, un peu fades, qui vont certes avoir la victoire à la fin du film, mais on sent que le cœur n'y est pas. Dans une autre scène, Kane fait une crise à Linda. Il parle de son envie d'aller voir le monde, d'utiliser son pouvoir dehors, et il y a encore cette idée d'enfermement, d'emprisonnement, et d'un personnage qui est bridé par ceux qui ont le pouvoir et les bien-pensants en gros. Donc évidemment, encore une fois, Verhoeven ne s'identifie pas à un violeur, un psychopathe, mais il y a toujours cette idée d'un homme qui a un pouvoir, qui a une vision, qui a une forme de génie, et qui est empêché, qui est interdit par ceux qui ont le pouvoir, qui détiennent l'argent, qui décident de son sort, et on sent à quel point c'est un moteur de la frustration ou de la folie du personnage, mais de la frustration de Verhoeven, qui le pousse certainement à abandonner Hollywood. Et on peut même voir les multiples et grandiloquentes résurrections de Kane, comme Verhoeven, qui malgré les scandales et les flops, a continué à faire des films, à tenter et à essayer de repousser les limites. C'est là aussi pas un hasard si c'est les gentils héros niais qui gagnent et qui laissent Verhoeven en enfer, en bas, au fond du trou, pendant que la victoire est laissée à la bien-pensance, à la niaiserie et au fade. C'est un film qui ne mérite pas tout ce désamour, voire même toute cette ignorance, et je vais vous dire pourquoi. Alors oui, soyons bien d'accord, ça n'est certainement pas le film de John Carpenter qui porte le mieux sa marque. Tout simplement, la mise en scène est beaucoup moins personnelle, beaucoup moins, je dirais, agressive et puissante que dans d'autres de ses films. Ça n'est pas lui qui compose la musique, donc c'est sûr, si vous êtes un fan absolu de John Carpenter, vous n'allez pas y retrouver tous vos petits. De même, il est vrai que le film a des problèmes de rythme, qu'il n'est pas toujours super intense, et malgré une durée assez resserrée, je crois qu'il dure 1h39, effectivement, il y a des petits ventres mous. Donc bien sûr, ça n'est pas un film parfait, loin de là. Néanmoins, c'est une déclaration d'amour au cinéma à l'ancienne qui, à mon sens, mérite vraiment d'être découverte parce qu'il y a un plaisir évident de Carpenter de réutiliser quantité de techniques et de faire quantité d'hommages aux effets spéciaux de jadis, aux techniques de prestidigitation, au cinéma de Méliès, mais aussi à L'Homme Invisible de 1933 de James Whale. Et il y a vraiment de très belles choses dedans. Je pense notamment à tous les effets avec des accessoires. Vous savez, quand l'Homme Invisible se saisit d'un objet, et par exemple, il y a toute une séquence où il tient en joue Sam Neill. Alors, évidemment, il n'y a pas d'Homme Invisible, c'est Sam Neill qui a un cerceau avec un flingue accroché à la tête, et qui lui va tout simplement mimer la contrainte. Et il y a comme ça des scènes qui reviennent à vraiment un artisanat du cinéma, qui sont super inventives, très bien faites, d'une grande précision, et pas du tout mise en scène ou découpée, on va dire, par-dessus la jambe par Carpenter. On sent qu'il n'est pas là dans sa position, on va dire, d'un art de droite à l'ancienne, comme souvent. Non, là, il est vraiment dans la posture d'un amoureux du cinéma qui a envie vraiment de se plonger dans un hommage, et moi, je trouve ça très beau. J'aime aussi la manière dont le film assume parfaitement d'être une comédie romantique, peut-être avant tout, en tout cas d'être un film romanesque, avant tout. Il y a un vrai penchant doux, aimant pour ses personnages, plutôt que de traiter son héros, qui est donc un espèce de youpi qui pourrait être profondément antipathique, et je pense que dans d'autres films de Carpenter, on a vu ce genre de figure traité de manière très négative. Mais ici, il traite un personnage qui se pose des questions sur son identité, qui se demande pourquoi on le voit plus, pourquoi est-ce qu'il disparaît, qu'est-ce qu'il doit faire pour être au monde. C'est tout bête, et bien sûr, ça n'en fait pas un grand traité philosophique, mais c'est souvent assez touchant. Et la relation qu'il a avec l'héroïne, avec Alice Munro, qui est interprétée par Daryl Hannah, je la trouve très belle. Je trouve qu'elle est aussi empreinte de ce ton de liberté, de séduction, de sensualité qu'il y a dans les années 80, puis d'outrance, un peu de grand n'importe quoi qui s'étale au grand jour, et vraiment, ça manque pas de charme, ça manque pas de piquant. Y a aussi toute une envie un peu, de présenter la société capitaliste, ou plutôt les excès de la société capitaliste des années 80, comme quelque chose qui, non pas créerait du chaos, de l'horreur, enfin voilà, quelque chose d'énorme qui écraserait, mais qui en fait crée de la soustraction. C'est-à-dire qu'elle fait disparaître, elle enlève des choses, et c'est un point de vue qui est plus fin et plus intéressant, je trouve, que beaucoup de critiques qui sont d'habitude
adressé sur ces questions-là. Donc ça rend le film, à mon sens, vraiment excitant. Et je vous parlais de tous les hommages aux techniques d'effets spéciaux de jadis, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des techniques très différentes qui cohabitent. Il y a des débuts d'effets d'incrustation, de numérique, alors qui sont encore balbutiants, hein. C'est souvent des effets spéciaux dans le film qui ont beaucoup vieilli, mais il y a ce truc assez passionnant, si c'est une question qui vous intéresse, si vous vous intéressez aux effets spéciaux, de voir, de sentir leur évolution, et surtout de sentir comment un metteur en scène aussi techniquement pointu que John Carpenter se questionne sur comment les employer. Et ça, moi, je trouve ça super touchant et super intéressant à regarder. Et puis aussi, il y a un autre truc, si vous aimez le mythe de l'homme invisible, c'est aussi une autre manière vraiment de l'aborder, parce que cet homme invisible-là, il est très particulier. C'est pas un homme invisible qui utilise ses pouvoirs pour nourrir sa mégalomanie, pour nourrir, on va dire, ses grandes névroses, ou un homme invisible qui serait, on va dire, soudain sur la pente glissante d'une forme de narcissisme et de perversion du fait de son pouvoir. Ah non, c'est vraiment un type qui ne veut pas être invisible, qui va tout faire pour redevenir visible. Donc voilà, donc c'est vraiment une espèce de volonté de renouveler un peu cette figure de l'homme invisible. Ça le fait avec, moi je trouve, une belle naïveté. Alors encore une fois, hein, le film a plein de moments un peu plus plats, a plein de moments un peu moins rigolos, et il y a des baisses de rythme, c'est indiscutable. Mais pour autant, c'est vraiment un film à part, un film... si vous voulez aussi vous y intéresser et essayer de comprendre ce qu'il peut avoir de particulier dans la carrière de Carpenter, il existe un entretien entre Nicolas Saada, le journaliste et réalisateur français, et Carpenter, qui est assez passionnant parce que Saada il décrit avec beaucoup de précision pourquoi on va dire le premier degré de Carpenter et le sérieux avec lequel il s'attaque à l'idée de divertissement en fait une œuvre justement très rafraîchissante, qui fait du bien et qui, c'est con à dire, mais qui fait chaud au cœur de celui qui la regarde. Donc voilà, c'est un film qui est largement oublié, largement sous-estimé, mais qui est vraiment, moi je vous dis, une belle petite tranche d'orfèvrerie et d'artisanat du cinéma qui, effectivement, a sans doute paru désuet parce que c'est une façon d'aborder le divertissement, le merveilleux et le fantastique comme on ne le fait plus et comme probablement on ne le fera plus. Il y a une très belle candeur dans ce film, il y a une très belle naïveté, moi je vous le recommande de tout cœur. Et moi ce que je trouve intéressant, ce qui m'a frappé quand on s'est replongé pour se documenter un peu, préparer nos dossiers, cette vidéo sur l'homme invisible, c'est que c'est un mythe qui perdure, on pourrait dire qu'il est en bonne santé parce que depuis le classique de James Whale en 1933, il y a eu plein d'incarnations, il y a eu plein de versions différentes, dans des tonalités très variées, aussi bien de la comédie, du fantastique, du drame ou de la série B voire Z, il y a vraiment eu de tout. Et pourtant, j'ai le sentiment, je dis ça un peu au doigt mouillé, que dans l'inconscient collectif, il n'y a pas vraiment de version ou d'incarnation qui prédomine. C'est-à-dire que si on va parler aux gens du mythe du vampire, au cinéma, ils vont tous nous dire, vraiment, et qu'ils soient cinéphiles ou pas, ils vont nous dire Nosferatu, ils vont nous dire le Dracula de Coppola, ils vont peut-être nous dire Underworld, enfin voilà, il va y avoir des emblèmes assez précis. J'ai l'impression que sur l'homme invisible, il y a quelques images qui tapissent l'inconscient collectif, mais que les gens identifient finalement assez peu des œuvres fortes. Et du coup, ça en fait un personnage un peu paradoxal, un peu invisible, et je trouve ça assez intéressant. Est-ce que c'est parce qu'il est invisible qu'il n'y a pas d'image dans l'inconscient collectif ? En tout cas, c'est marrant de voir que même si effectivement il y a ce truc d'image un peu diffuse où les gens vont se souvenir des bandelettes en noir et blanc des années 30 mais sans savoir qui c'est, qui l'a fait et sans l'avoir vu en fait le film, il y a quand même l'impression chez les studios qu'il y a un truc à exploiter de ce côté-là. On se souvient que le Dark Universe, avant de se planter, devait faire de Johnny Depp le nouvel homme invisible dans un blockbuster, a priori, vu l'acteur, et que là, donc, Invisible Man sort. Si c'est un succès, on peut évidemment miser sur Blumhouse qui va vouloir l'exploiter, en faire quelque chose. Universal a aussi annoncé que Elizabeth Banks allait réaliser et jouer dans une version de Invisible Woman, ce qui a énervé pas mal de monde. Donc ouais, on sent qu'ils s'accrochent, quoi. Ils se disent qu'il y a encore un potentiel, et quand on a vu que des gens donc, comme Carpenter et Paul Verhoeven peuvent y voir sujet à film pour se l'approprier, pour en faire quelque chose d'intéressant, on peut se dire que ouais, il y a encore matière, ce serait intéressant que des grands cinéastes actuels se retrouvent à l'exploiter, en faire un blockbuster ou un film de genre. Et puis sans compter que, et on l'a déjà dit dans la vidéo qui était spécifiquement dédiée à Invisible Man, et on vous conseille de la regarder d'ailleurs, et vous de la regarder encore, ce qui est intéressant c'est que c'est pour le coup, et le film le prouve très bien, un mythe qu'on peut absolument tordre pour l'adapter à son époque, et donc ça en fait un matériau super riche. Donc revoyez Hollow Man et soyez d'accord avec nous, revoyez le Carpenter et soyez d'accord avec nous, et allez voir Invisible Man parce que c'est vraiment pas mal du tout. C'est pas mal, non, comme fin de vidéo ? C'est très bien. Tu la mets dedans, ça.